vente sous abonnement, le second hand et le freemium. Pas de questions à ce stade? Non. Ça fait toujours un petit peu drôle de parler sans que personne réagisse, mais j'espère que ce que je raconte est clair. Jusqu'à présent, c'est bon. Il y a juste un participant qui aimerait avoir votre adresse email à la fin. Qui demandait à voir quoi? Qui demande à avoir votre adresse email à la fin. Ah, c'est payant ça, hein, ça je la donne pas. D'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous me trouvez facilement aussi sur LinkedIn. C'est pas difficile. Alors, je vais reprendre la présentation. J'y suis, oui, j'y suis. Donc, le premier modèle, c'est le modèle buy on stock. C'est le modèle le plus classique du négoce. C'est la reprise en ligne du bon vieux commerce physique. J'ouvre ma boutique, j'ai de la marchandise, donc je l'achète, c'est mon stock, et je le vends en prenant une marge commerciale. Normalement, je vends ça plus cher que ce que j'achète. Et éventuellement, quand mon stock commence à se déprécier, ben, je vais faire des promotions ou des soldes pour m'en débarrasser avant qu'il n'ait plus de valeur. Alors, quels sont les avantages de ce modèle du point de vue du e-commerce? D'une part, une livraison a priori plus rapide puisqu'on a les produits en stock et que donc ils sont prêts à être expédiés. Et la possibilité d'établir une marque forte avec des produits uniques, en particulier si ce sont des produits à votre marque. Et vous savez bien que, comme dans la grande distribution, de plus en plus, on a des produits qui sont à la marque de l'enseigne et pas simplement vendre les produits des autres marques. Ceci afin de justement constituer une plus grande différenciation. Je vous ai perdu, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que ça a comme autre avantage? C'est que normalement, la marge est plus importante parce que vous pouvez acheter en gros, en certaines quantités, et que vous les vendez au détail. Donc, vous avez une remise de professionnels auprès des fournisseurs, et plus vous vendez en général, plus vous avez une capacité de négociation importante sur vos fournisseurs, et donc plus vous pouvez augmenter votre taux de marge. Alors maintenant, ce modèle a aussi des inconvénients. D'abord, il faut un investissement de départ plus important puisqu'il faut financer le stock. Et donc, il y a une gestion de trésorerie qui est liée. Et puis, puisque c'est votre stock, vous devez aussi, a priori, intégrer la logistique. Sachant que quand on a du stock, ben, c'est bien, mais en même temps, tant qu'on n'a pas une vitesse de croisière et des outils bien adaptés pour pouvoir faire des prévisions de vente fiables, ben, on a très souvent trop, pas assez de stock. Et souvent, on a très vite pas assez de stock sur ce qui se vend bien et trop de stock sur ce qui se vend mal. Et comme on ne savait pas à l'avance ce qu'allait bien se vendre, ou qu'on le savait, on croyait le savoir puis qu'on s'est trompé, on se retrouve à être en rupture de stock sur ces best-sellers et en surstock sur ces produits peu vendus. Il va falloir solder. J'insiste en passage sur un point très important dans le domaine de la distribution. Ça, je vais le dire les yeux dans les yeux, je vous partagerai après. Un point très important, c'est la notion de rotation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la rotation d'un stock? Levez la main. Moi, je sais. Je vais vous le dire. La rotation, c'est le fait qu'on mesure la vitesse à laquelle la marchandise circule. Et donc, il faut avoir une préoccupation forte de faire en sorte que la marchandise tourne le plus vite possible. C'est plus important que la marge. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en tête, en particulier dans des économies où on est souvent en pénurie de beaucoup de choses. Quand on a le stock, on se dit on a de la valeur. Et ce stock, quoi qu'on fasse, il a tendance à se déprécier. Même un vêtement qui ne va pas avoir de date de péremption comme un morceau de viande ou un litre de lait, mine de rien, la marchandise, elle se déprécie parce qu'elle vieillit, elle passe de mode. Ça se sent quelque part que le produit il est plus neuf et il perd de sa valeur. Une institution financière qui donne les crédits aux petits commerçants privés et aux PME, quel est son modèle économique? B2C ou B2B? Alors, c'est du B2B puisque les petits commerçants privés sont des entreprises et non pas des particuliers.
C'est un segment du B2B qui sont les toutes petites entreprises qui ont un comportement souvent assez proche des individus, mais même quand on fait un crédit à un artisan ou une artisane qui travaille en indépendant, on ne le donne pas à la personne en tant que personne, mais on le donne à l'artisan en tant que professionnel. Donc, c'est bien du B2B. Ça, c'est pour répondre à cette question. Donc, je reviens sur cette notion de rotation. C'est plus avantageux de vendre à prix coûtant une marchandise qu'on a sur les bras depuis un certain temps, voire assez vite, pour récupérer l'argent pour racheter du stock de produits nouveaux, soit des best-sellers qui se vendent mieux, soit d'autres nouveautés qui ont plus de chances de marcher que ce dont on s'est débarrassé. Et ça a l'autre avantage, c'est que comme ça permet de renouveler le stock des produits qu'on présente à la vente, ça va rendre le site plus attractif parce qu'il y aura des nouveautés et que vos visiteurs qui reviennent pour des deuxième, troisième, cinquième, dixième visites, ils n'ont pas l'impression que c'est toujours la même chose qu'ils ont déjà tout vu. Vous n'avez plus les slides. Oui, je sais, c'est fait exprès. C'était pour que je vous regarde dans les yeux pour vous expliquer ça. Je reprends les slides. Je vais mettre comme ça pour que ça soit plus joli. Excusez-moi, mon Acrobat bug. Voilà, affichage, un écran. Voilà, alors j'ai pris cet exemple d'une poterie artisanale qui se vendrait par exemple 150 € en Union européenne. Souvent, le prix de gros départ, alors je prends l'exemple de la Tunisie puisque je suis là et que c'est une poterie tunisienne, mais on pourrait très certainement faire le même raisonnement avec un produit artisanal sénégalais, ivoirien, marocain ou autre. Il y a un prix de gros départ du pays qui n'est pas très élevé. Et par rapport au prix final que va payer le consommateur, il ne faut pas oublier qu'il y a de la TVA, il va y avoir un coût de préparation de commande, un coût de transport groupé, le coût de la livraison à domicile et un coût de web marketing significatif sur la première commande, un coût d'acquisition client. Mais à la fin, il doit normalement y avoir plus de marge que cette même poterie vendue au prix de gros à des sociétés d'import-export qui, elles, vont dégager l'essentiel de la marge. Alors, deuxième modèle, la notion de marketplace. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. La marketplace la plus connue, c'est le numéro 1 du e-commerce dans le monde, c'est Amazon ou Alibaba. On ne sait pas bien les chiffres d'Alibaba, donc les deux sont très gros. Alibaba, en tout cas, est concentré beaucoup plus sur la Chine, même s'ils exportent énormément. Qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? C'est la transposition du marché du dimanche, c'est-à-dire un lieu où les acheteurs, les clients savent qu'il y a des vendeurs, donc ils viennent naturellement parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de la marchandise, et les vendeurs viennent là en se faisant de concurrence pour apporter leurs produits à toute cette foule qui vient à cet endroit-là. Donc c'est un marché en ligne qui va fournir via des tiers, qui sont des professionnels ou des indépendants, des biens ou des services. Quelqu'un peut prendre la parole? Non? Oui? Non, c'est bon. C'est bon? Vous avez répondu à sa question, oui. Ah, très bien. Donc, la marketplace, en fait, il y en a maintenant des centaines, voire des milliers par le monde, mais des grandes, des importantes, on va les compter plutôt par dizaines. C'est un modèle qui a comme avantage de proposer un choix de produits très important, puisqu'on ouvre ça à tout le monde, plus ou moins avec des règles, mais on ouvre ça à tous les professionnels, donc logiquement, on a une offre plus large et ça amène un accès à des millions de clients potentiels, sous réserve, bien sûr, que la marketplace ait démontré sa capacité à attirer cette clientèle en masse, justement parce qu'elle a ces offres avec ces prix intéressants. Et normalement, pour les vendeurs, ça vous apporte des garanties de paiement. Alors, les moins qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ultra concurrentiel. Donc, quand je parle de ce business model-là,
j'en parle pour vous, entrepreneurs, soit en tant qu'entrepreneur de marketplace, soit en tant que vendeur de produits qui pouvaient les vendre à travers la marketplace. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'aborder cette deuxième optique. Donc, je suis un producteur de beurre de karité et je vais les mettre en ligne sur Amazon, ou je suis un jeune créateur de marque de vêtements, quel qu'il soit, on va dire de tenue de soirée, et je peux les mettre sur Zalando, ou sur La Redoute, ou sur des marketplaces spécialisés dans le textile. Donc, à partir du moment où je fais ça, je sais que sur cette marketplace, sur Zalando, je vais avoir quelques centaines de milliers à quelques millions de personnes tous les mois qui viennent sur le site. Et ça ne veut pas dire que ces millions de personnes vont voir mon produit. Ces millions de personnes vont voir des centaines de milliers de produits dans lesquels il y a mes petits produits à moi. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Entre des produits de la marque Adidas ou autres, et vous, petits créateurs indépendants qui venez de vous lancer, il y a forcément une attractivité, pour l'instant, légèrement supérieure d'Adidas, mais tout le mal qu'on vous souhaite, ce sera évidemment de faire en sorte que vous puissiez vous aussi grandir. En tout cas, en attendant, il faut arriver à trouver les moyens d'attirer du monde sur votre offre dans la marketplace, ce qui revient aussi à faire du web marketing différemment, mais quand on en fait avec Facebook ou avec Google. Allô, Laurent? Il y a 2 questions. Est-ce que je peux les poser? Oui. Alors, il demande quand est-ce qu'on peut dire que son modèle économique est hybride? Quand est-ce qu'on peut dire que son modèle économique est hybride? Quand on va combiner plusieurs de ces modèles que l'on décrit. Amazon, à la base, est un modèle hybride. Amazon, c'est à la fois du buy on stock, c'est leur modèle d'origine. Amazon a démarré comme étant une librairie en ligne il y a 25 ans, en 1995. Jeff Bezos était un petit vendeur de livres qui concurrençait le grand libraire américain qui avait beaucoup de librairies par le territoire, qui s'appelait Barnes & Noble. Et je me souviens, je suis allé aux États-Unis en 98, là, il y avait 2 ans et demi d'existence d'Amazon, et Barnes & Noble faisait sur Amazon, et puis 3 ans après, ils ont coulé. Donc voilà, ça veut dire qu'Amazon était au départ un vendeur, c'était leur stock. Ensuite, ils ont élargi à d'autres rayons, et ensuite, ils sont allés à la marketplace. Et c'est vrai de la plupart d'ailleurs des marketplaces qui ont réussi. C'est souvent des entreprises traditionnelles qui ont commencé par avoir leur propre catalogue de produits, soit généralistes, soit spécialisés dans un secteur, la mode, la déco, la beauté par exemple, et qui vont ensuite ouvrir parce qu'ils ont déjà réussi à attirer beaucoup de trafic sur leur site. Et du coup, c'est vrai que c'est pratique parce que le modèle, c'est que quand je suis revendeur d'un produit, je l'achète le prix que je veux pour le vendre 100, alors que quand je suis sur Marketplace, les gens vendent ce qu'ils veulent, et s'ils vendent 100, moi, je prends ma commission de 10, 15, 20, 30%. Donc, je gagne ma vie quand même, quel que soit le prix qu'ils vendent. D'accord, très clair. Il y a Momodou qui a posé une question. Il souhaite comprendre quelle est la différence entre une marketplace, une boutique en ligne et un site catalogue. Alors, j'ai commencé par le dernier, ce qu'on appelle un site catalogue. Il y a une légère ambiguïté dans le terme. Souvent, site catalogue, ça renvoie à site vitrine, c'est-à-dire je présente mes produits, mais je ne les vends pas en ligne. Alors, soit je fais juste présenter mes produits. Par exemple, je suis fabricant d'articles en bois d'olivier. Voilà, je vous présente ce petit objet-là pour mettre sur la table. Éventuellement, je vais plus loin, je veux dire, j'ai ce petit objet et il est à 5 euros. Donc là, c'est le catalogue. Et après, quand il est marchand, c'est quand il y a un bouton ajouter au panier et que donc, les clients peuvent acheter. Et quand on va être sur donc là, on passe à la notion de boutique en ligne. Et dans une boutique en ligne, elle va être soit B2C, donc elle est ouverte à tout le monde. Alors, on peut décider d'ailleurs que la boutique n'est pas visible dans certains pays. Par exemple, je ne sais pas comment expédier ma marchandise au Japon. Je ne rends pas mon site accessible aux Japonais. Ça ne sert à rien d'avoir du trafic que je vais payer ou des investissements publicitaires qui vont se gaspiller.
pour générer du trafic depuis une destination que je ne saurais pas servir correctement. Vaut mieux concentrer sur des pays cibles et puis ouvrir au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour vendre à monsieur et madame tout le monde. Mais éventuellement, je peux être intéressé aussi d'avoir des commandes de revendeurs. Et à ce moment-là, je vais avoir un lien revendeur. Et ce sera accessible uniquement avec un identifiant et un mot de passe. Donc, les nouveaux revendeurs peuvent faire une demande. Je peux leur dire, par exemple, donnez-moi un document, un registre du commerce ou quelque chose qui me prouve que vous êtes bien un professionnel. Et à ce moment-là, je vais vous retourner un mot de passe avec votre identifiant qui sera en général votre adresse email. Et là, vous aurez accès à mes tarifs revendeurs. Et la marketplace, on peut aller sur Amazon maintenant, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais prendre un autre exemple. Je ne sais pas si je l'ai fait. Et comme l'heure a tourné, je ne vais pas avoir trop le temps. Donc, attendez, on va faire la chose suivante. Je vais arrêter le partage et je vais faire plus. Est-ce que tout le monde connaît la Redoute? Partager mon écran. Voilà. Alors, ça, c'est le site de la Redoute. Vous le voyez tous? Oui, on voit. Bien. Alors, tout en bas. Désolé, mais ma connexion là, avec le Zoom en même temps, c'est un peu faible. Voilà, tout en bas de l'écran, en bas de page, on va avoir ici Marketplace. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien voilà, devenir vendeur Marketplace. Excusez-moi, j'ai basculé parce que dans la version arabe, j'en veux pas de ton truc. Donc ça, c'est la version internationale du site. Et je dois avoir la Marketplace aussi ici. Eh bien, je ne l'ai plus. C'est malin. Bon, on va retourner à l'autre. Voilà, devenir vendeur Marketplace. Oh là là là. Je suis désolé, le système me renvoie systématiquement parce qu'effectivement, en tant que vendeur, il détecte mon adresse IP hors de l'Union européenne et donc je ne peux pas être un vendeur sur la marketplace de la Redoute. Je vais essayer sur un autre, on va essayer sur Zalando. Alors, Zalando.com. C'est long. Alors, vous êtes toujours tous avec moi? Oui, Laurent, nous sommes là. Parfait. C'est partout. Un site. Ils expédient quand même ces gens-là 1 million de paires de chaussures par mois. Hein. C'était leur spécialité, puis ils ont élargi au reste de la mode. Donc, eux aussi, ils ont un modèle marketplace. Donc, voilà. Je viens sur cette page et je dis que je voudrais vendre. On m'explique pourquoi c'est intéressant de devenir revendeur chez eux. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir partenaire? Il y a un formulaire à remplir dans lequel je vais dire le nom de ma société, le nom du contact, donner quelques éléments juridiques qui permettent de vérifier au service concernés chez eux que c'est réel. Et puis ensuite, ils vont accepter ou refuser. Et donc, si c'est accepté,
je vais pouvoir commencer à créer des articles qui seront en vente dans leur marketplace, dans leur site. En fait, quand vous voyez ici, sur le site de Spartoo, en homme mocassin, chaussures bateau, par exemple, vous ne savez pas dans les chaussures qui sont là, si ce sont des chaussures qui vendent eux-mêmes ou qui sont en mode marketplace. Voilà. En tout cas, c'est marqué, vous voyez ici, expédié depuis notre entrepôt français. Ça renvoie ça à une notion importante qui est la notion de gestion logistique. Où va être le stock? Amazon a une filiale qui s'appelle Amazon Fulfillment. Spartoo, dont je viens de vous parler, ils sont basés à côté de Grenoble, dans le sud-est de la France, pas très loin de Lyon. Et ils ont aussi une filiale de logistique. Donc, vous pouvez mettre vos produits chez eux et ils vont s'occuper de gérer toutes les commandes qui vous concernent. Aussi bien les commandes de votre site marchand que les commandes des produits que vous avez mis en vente sur leur site à eux. On va repartir sur les slides. Ouais, c'était l'exemple que je voulais prendre. Un troisième exemple très. Merci, les exemples sont très pertinents. Troisième business model très connu, c'est le modèle du dropshipping. J'imagine que vous en avez entendu parler, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Bon, c'est un côté un peu miraculeux comme modèle, donc il faut faire attention parce que ça ne marche pas si facilement que ça. Le principe, c'est d'avoir on va dire une vitrine, mais en fait, c'est bien un site marchand de produits et que vous vous débrouillez pour faire en sorte que les produits soient envoyés directement du producteur au client sans passer par vous. En fait, vous faites de l'intermédiaire. Donc, par exemple, moi, je suis ici à Tunis. Je vais choisir les spécialités culinaires du Mali. Je trouve 3-4 fabricants de produits alimentaires des spécialités maliennes. Je fais un site qui vend ça. J'ai des photos des produits. Et je me suis arrangé avec eux. Et donc, si j'ai des commandes de Madame Sørensen à Copenhague ou de Madame Fatoumata à Brest, en France, mes fournisseurs maliens sont capables de me faire un colis et de me l'envoyer directement à Madame Sørensen ou à Madame Fatoumata. Et moi, je ne vois à aucun moment la couleur du produit. Je les suis, donc je sais à quel moment les colis sont arrivés, mais je me suis fait payer à l'avance par des paiements en ligne et j'envoie l'argent au fournisseur au moment où il envoie sa marchandise. Donc, de toute façon, je n'ai pas de risque financier puisque je suis payé avant de payer moi. Je n'ai aucun stock à gérer, donc aucun investissement de départ lié à ce stock. Et du coup, je peux aussi facilement tester des nouveaux produits parce que ça me coûte simplement de rajouter une photo en ligne avec un petit texte de description et un prix, et je vois ce que ça donne. Donc, le dropshipping, c'est une solution qui est pratique, en particulier pour se lancer. Il y a des gens qui ont bien réussi à le faire en ayant simplement l'intelligence de constituer une vitrine, un ensemble de produits originaux par rapport à une thématique ou une approche. Je connais le cas d'un ami qui a monté un site pour vendre des produits aux bikers américains. Vous savez, ceux qui sont passionnés des grosses motos Harley-Davidson pour faire des road trips à travers les États-Unis. Et donc, il a fait un site où il vendait des casques, des accessoires, des gants, des tenues en cuir, tas de gadgets à la con, pardonnez-moi l'expression, qui étaient toutes fabriquées en Chine. Lui, la moto, ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais il a vu qu'il y avait ce créneau et il multipliait ses prix par 1,5, 2, 3, ça se vendait très bien. Dès qu'il y avait un problème, il remboursait sans discuter et il a réussi comme ça à faire très vite un chiffre d'affaires assez impressionnant. Je ne peux que vous souhaiter d'arriver à avoir autant de succès que lui. Alors, en général, pour que ça fonctionne,
ça fait des marges qui sont relativement faibles puisque vous n'achetez rien à l'avance, vous n'achetez pas en quantité, donc vous avez une petite marge de revendeur, mais c'est une marge nette directement puisque il n'y a aucun risque lié au stock, encore une fois. Bien sûr, c'est ultra concurrentiel, donc c'est souvent des gens qui font ça, qui sont à l'affût en particulier des gadgets qui sortent, et c'est essentiellement, ça vient de Chine, pour essayer de le vendre avant que les grosses enseignes se mettent dessus, parce que dès que ça sort et que ça commence à marcher, les autres le détectent et se mettent à le vendre à leur tour, et comme ils sont plus de trafic, vous arrêtez d'en vendre. Ça vous donne quand même une certaine fragilité par rapport aux fournisseurs. Et pour parler du cas de la Tunisie, que je connais bien, le marché local, Jumia, qui est installé aussi dans plusieurs de vos pays, en Côte d'Ivoire et ailleurs, ici en Tunisie, a créé beaucoup de clients peu satisfaits parce qu'ils avaient laissé des professionnels, soi-disant professionnels, mettre en vente des produits sur leur site. Et en fait, il n'y avait pas de stock disponible derrière. Ils envoyaient des chauffeurs-livreurs chercher des marchandises qui n'étaient pas prêtes. Et donc, à la fin, les clients étaient très, très peu satisfaits. Sans parler du fait que quand vous passiez une commande avec 4 articles qui, en fait, venaient de 4 fournisseurs différents, au lieu de vous livrer un colis avec vos 4 articles comme on l'attend, on se retrouve à avoir 4 livraisons différentes de chacun des articles qui s'étalent. Et encore, quand il y a les 4 articles disponibles chez chacun des fournisseurs. Donc, le dropshipping, ça nécessite quand même d'avoir une organisation ou une fiabilité éprouvée des fournisseurs pour être sûr que ça fonctionne bien. Et typiquement, les Chinois sont très organisés pour ça. À ma connaissance, ça marche pas pour des expéditions depuis l'Afrique, parce que globalement, les flux logistiques ne sont pas organisés de façon ni fluide ni économique entre l'Afrique et le reste du monde. Donc, ça peut être un modèle pour vous pour travailler sur des opportunités. Bon, et c'est clairement aussi un modèle qui atteint ses limites par rapport au service après-vente, parce que comme vous n'avez pas de contact direct avec le produit et que vous n'avez pas d'unité non plus de préparation de commande, vous savez très mal gérer les retours. Ah, voilà, j'ai pris un autre exemple. Vous voyez, c'est Kusoka, c'est un petit site que j'ai trouvé comme ça, qui vend des vêtements japonais artisanaux. Ça a été fait dans Shopify. Et en fait, le gars, c'est un petit Français qui veut sûrement être passionné par le Japon, mais qui n'habite pas là-bas et qui ne connaît rien. Et il a juste mis les produits comme ça. Des questions là-dessus? Jusqu'à présent, en tout cas, c'est très clair. Le soleil se couche chez nous, donc je suis dans le noir. Non. Alors, je reprends. 4e modèle, le Made on Demand. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit est fabriqué uniquement après la commande en ligne. Alors, le grand avantage, c'est que, de nouveau, il n'y a pas de stock de produits finis, puisque c'est fabriqué à la demande. Et donc, ça fait, a priori, un plus faible investissement de départ. En contrepartie, vous devez investir dans un stock de matières premières, puisque vous êtes producteur, ou le financer chez vos fournisseurs, vous vérifiez en tout cas que vos fournisseurs les ont bien, et vous devez avoir surtout une grande flexibilité dans l'outil de production pour pouvoir réagir vite et sortir le produit dans des délais raisonnables. Et il va falloir savoir gérer l'écart entre l'impatience des clients à être livrés et les délais de production. C'est un modèle qui avait été inventé par un site qui vendait des meubles design en Europe, fabriqués en Chine. Donc, il avait passé des accords avec des fabricants chinois, essentiellement sur des canapés Chesterfield, des choses comme ça. Et il les vendait à 50% moins cher que les prix du marché habituel. Donc, il disait bien, je ne vous livre que dans un mois, dans 4 à 6 semaines de délai de livraison. Et moins 50% pour un canapé. On peut encore s'asseoir par terre ou dans l'ancien canapé pendant ce temps-là, si on fait autant d'économies sur des produits haut de gamme. Et l'entreprise, finalement, au départ, fonctionnait bien parce qu'elle
elle avait moins de marge, mais comme elle avait zéro stock et elle n'avait pas d'invendu, son argent tournait vite, elle était très contente avec simplement 25 ou 30% de taux de marge, là où les fabricants de meubles habituellement font du x2,5, x3 et plus pour justement amortir leurs énormes frais financiers d'obligation de faire des soldes en fin de saison. Et il a buté sur une chose, c'est qu'il a eu tellement de succès dans une période où la Chine connaissait une croissance encore plus forte que les fabricants lui ont imposé des quantités minimum pour accepter ses commandes. Donc, par exemple, il devait commander minimum 50 modèles d'un canapé, mais lui, il était capable d'en vendre que 25 ou 30 dans ce délai-là. Sinon, après, il lui fallait un mois pour en vendre plus, mais du coup, ça se rajoutait avant de lancer la production. Et donc, son délai de 4 à 6 semaines passait à 2-3 mois. Et là, ça commençait à faire vraiment trop. Les clients se sont énervés, ont demandé entre-temps à être remboursés, alors que lui, il avait ses commandes sur les bras. Et là, il s'est retrouvé coincé. Mais c'est un modèle qui est quand même tout à fait intéressant, que d'autres ont repris. Dans nos pays africains, où on a beaucoup d'ateliers qui sont plus proches de l'artisanat que de l'industrie, où on est capable d'être très flexible et réactif, ça peut avoir tout à fait du sens. En particulier, je pense au secteur du textile et des accessoires, plutôt que de produire toute une collection avec tous les modèles et les déclinaisons dans chaque taille, ben, si on dessine une collection qui est basée sur 2-3 rouleaux de tissu avec des unis et quelques motifs imprimés, on peut présenter tous les protos pour avoir une gamme complète présentée à l'écran. Donc, ça présente bien, c'est valorisant, c'est agréable. Et ensuite, on va fabriquer que les modèles qui marchent en fonction de ce où les gens cliquent et où les gens commandent. Comme ça, on diminue de beaucoup le risque de départ. Et puis, parfois, il y a des petites choses toutes simples, c'est-à-dire que rajouter une broderie ou une personnalisation, ce n'est pas forcément quelque chose de très considérable à faire. Et tout de suite, ça fait une pièce unique, donc qui donne plus de valeur à l'objet. Parmi ceux qui ont beaucoup marché là-dessus, il y a des gens d'ailleurs qui font du t-shirt imprimé. En fait, vous voyez des tas de modèles de t-shirts avec des impressions et vous dites, mais comment ils font pour en avoir autant? Ils ont tout simplement les t-shirts blancs et quelques autres de couleurs. Et puis, ils ont une imprimante pour imprimer au fur et à mesure les commandes qu'ils décrochent. Alors, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, il y en a un qui a repris, qui est en anglais, le site qui s'appelle made.com. Et typiquement, il fait ça. Alors, j'insiste là-dessus parce que tous ces modèles-là, il faut comprendre qu'en e-commerce, on considère en général qu'on gagne de l'argent à partir de la deuxième commande. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la colonne de gauche représente le chiffre d'affaires moyen, donc le panier de la première commande. En face, vous avez quoi? Vous avez le prix de la marchandise, que vous l'ayez en stock ou que vous l'achetiez après, peu importe. Vous avez tous vos coûts d'opération, la préparation de commande, l'emballage, les frais de structure générale. Et puis, vous avez tout le web marketing, qui sont les achats de clics divers et variés que vous devez faire pour faire venir les gens soit sur votre site, soit pour rendre votre offre visible dans une marketplace et faire en sorte qu'ils passent commande. Et comme les clients, eux, passent une première commande et qu'ils ne vous connaissent pas, ils sont un peu méfiants. Donc, ils vont avoir tendance à avoir acheté les produits les moins chers. Et vous, pour les attirer et pour être sûr qu'ils restent et qu'ils passent commande, vous allez faire des promos, des remises. Donc, vous allez baisser au maximum votre marge. Ce qui fait que peut-être votre première commande sera même déficitaire. Il faut avoir les moyens financiers de se le permettre. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément grave de perdre l'argent sur une première commande? Eh bien, parce que justement, il y a une partie des clients, la plus importante si je vous le souhaite, qui va passer une deuxième commande. C'est les clients qui commencent à se fidéliser. Et donc, comme ils ont été satisfaits de la première commande, sinon ils n'auraient pas passé une deuxième, ils commencent à vous accorder leur confiance, donc ils vont commencer à acheter plus de produits en quantité ou les produits plus chers. Donc, le montant du panier moyen va augmenter. Le prix de vos marchandises, lui, va être à peu près le même parce que vous allez quand même augmenter votre prix moyen, il y a moins de remises, donc vous avez moins de marge, vous avez plus de marge, pardon. Vos coûts, ils vont augmenter un peu parce qu'en général, ils sont proportionnels au nombre de produits vendus. Mais le web marketing, lui, par contre, il va être quasi nul
vous allez les entretenir avec de la newsletter ou des messages dans les réseaux sociaux. Mais même si, au pire, parce qu'ils ont un peu oublié le nom de votre marque, ils retapent les mots-clés qu'ils avaient cherchés dans Google et que vous repayez un clic, comme c'est pour reprendre une commande derrière, c'est pas grave. Et donc, ça veut dire que là, vous commencez à avoir une marge significative et cette marge, elle doit arriver au moins à compenser, plus que compenser, la perte que vous aviez sur la deuxième commande. Et puis ensuite, il y en a qui vont passer des troisièmes commandes, etc., etc. Alors, Laurent, Oui, permettez-moi de vous interrompre. Nous avons une question. oui, je la vois. Alors, la question, c'est… Oh là, elle est longue. Elle est longue. Attendez, j'essaie de lire tout. Elle commence plus haut. Oui. Développer une plateforme numérique mettant en relation les membres des coopératives petits commerçants de 3 pays pour commander les marchandises en ligne et effectuer le paiement en ligne. La livraison se fait entre coopératives sans intervention de l'entreprise de BC Coloins. C'est quoi ça, BC Coloins? C'est des questions différentes. Permettez-moi de lire pour vous. Alors, la première, elle demande où acheter et comment sur le site Alibaba. Ah, je l'avais pas vu celle-là, oui. Voilà, elle s'intéresse aux mèches et perruques venant de la Chine. Voilà. Elle demande est-ce que le site Alibaba est fiable pour ce genre d'achat et aussi pour les sacs à main. Excusez-moi une seconde, j'ai une petite contrainte personnelle. Je vais mettre de la lumière et je vais enfermer mon chien. 30 secondes. Je vais faire devant vous. Voilà. Ici. Voilà. Bonjour aux invités. Bonjour. Et tu t'en vas. Avec mes excuses. Alors, donc, oui. Je reprends. Donc, elle s'intéresse aux mèches et perruques venant de la Chine. Elle demande où acheter et comment. Est-ce que le site Alibaba est fiable? Pareil pour les sacs à main et comment trouver des fournisseurs chinois. Ça fait beaucoup de questions en une seule. Hein. D'une façon générale, tout ce qui vient d'Alibaba avec Alipay ou autre, ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arnaque au sens où on vous prend votre argent et on ne vous envoie pas la marchandise. Ça n'existe quasiment pas. Maintenant, c'est clair aussi que vous n'avez pas de garantie. Donc, c'est à vous d'être très attentif sur la description du produit qui est faite, les photos, les textes, éventuellement de dialoguer avec le vendeur en ligne, parce que ça se fait tout à fait. Vous posez des questions complémentaires et vous allez avoir des réponses. Souvent, c'est en anglais. Pour vous assurer que ce qu'on vous propose correspond à ce que vous voulez. Après, le dernier problème qui va se poser, et ça c'est le plus important pour vous, c'est comment le colis va arriver chez vous. Donc, autant ça fonctionne très très bien dans les pays européens, en Russie, en Amérique du Nord, autant, pour ce que j'en sais, ça fonctionne très mal dans les pays africains parce que quand les colis arrivent, ils se font bloquer au niveau des douanes et il y a parfois des personnes qui sont là en théorie pour vous faire payer un droit de douane à l'importation et qui en pratique ont une petite tendance à mettre un peu trop le nez dans le colis et à regarder ce qu'il y a dedans et à se servir. Très clair. Bon, autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le problème du paiement. C'est-à-dire que c'est de toute façon envisageable uniquement pour les gens qui ont une capacité de payer en devises. Vous pouvez choisir de payer en euros, en dollars, en livres sterling, en francs suisses, en ce que vous voulez, mais le franc CFA ne va pas forcément être accepté. Et pour d'autres pays comme la Tunisie, typiquement, vous ne pouvez pas payer en dinars tunisiens. Donc, ça veut dire que dans des pays où il y a une loi de change qui crée des contraintes fortes, vous avez une vraie difficulté pour pouvoir acheter sur des sites internationaux. Et ça vaut aussi bien pour Alibaba que
que pour Amazon ou pour n'importe quel autre site. D'accord. Et après, il faut regarder aussi, parce que faut faire la distinction entre acheter un sac à main pour se faire plaisir à titre personnel et sourcer, donc trouver des fournisseurs. C'était ça qui avait aussi un peu derrière la question. Sourcer le produit et trouver des fournisseurs. Donc là, vous avez d'autres sites chinois qui sont souvent aussi Alibaba, mais pas seulement, où vous avez des industriels qui vont vous proposer des prix, mais avec des quantités. Vous pouvez acheter comme ça des machines à coudre par 50, des machines à faire des routes, des machines à couper le bois, des machines à tout. Et puis, vous pouvez trouver des tas de produits. Là, vous voyez souvent des pages qui sont celles d'une usine directement, donc dans une ville ou un village chinois, et qui se présente avec toute sa gamme et toutes ses capacités. Vous avez souvent des prix très bas et dégressifs, mais avec des quantités minimum ça dépend de quoi, mais ça peut être 2000, 5000, 10 000 pièces. Donc, il faut aussi avoir la capacité financière d'acheter ce stock-là d'un coup, et la capacité, la confiance dans sa capacité à l'écouler. Bon, voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur cette question-là. Maintenant, il y avait l'autre question qui concernait BCE Coloance. C'est Madame, c'est Héritier Toumaini qui pose cette question-là. Donc, c'est une société, ça, BCE Coloance, c'est ça, qui développe une plateforme numérique mettant en relation les membres des coopératives petits commerçants de 3 pays pour commander les marchandises en ligne et effectuer le paiement en ligne. Livraison se fait entre coopératives sans intervention de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que ça se fait 100% le e-commerce? De toute façon, vous pouvez bien l'appeler comme vous voulez. L'essentiel, c'est que le système que vous avez conçu fonctionne bien. C'est ça l'enjeu essentiel. Et puisque vous dites que vous allez avoir des transactions qui sont effectuées en ligne, pour moi, oui, c'est du e-commerce. De toute façon, il y en a qui disent le e-commerce, c'est lié à l'électronique, donc c'est lié au fait d'avoir une transaction qui est faite en ligne, au sens flux financier. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition-là, justement parce que dans beaucoup de pays, dans nos pays africains particulièrement, la grande majorité des commandes sont payées à réception et le paiement se fait en espèces à réception. Alors, à la fois parce qu'il y a beaucoup de marchés noirs, même en ligne, on retrouve la même chose, hein, c'est du cash avec des marchandises qui n'ont pas forcément été toutes bien déclarées et qui sont aux normes à tout point de vue. Mais c'est aussi parce que, comme il n'y a pas, dans la plupart des cas, une législation qui protège bien ni le consommateur, ni le commerçant d'ailleurs, et que quand elle existe, elle n'est pas toujours facile à faire appliquer par les tribunaux, en cas de conflit, tout le monde se méfie, et donc la meilleure façon de faire, c'est de dire « je commande », et quand je reçois la marchandise, je l'ai sous les yeux, je vois ce que c'est, donc je décide de la garder, je paye. Voilà, donc ça pour moi, c'est toujours du e-commerce dans la mesure où c'est bien à travers un site marchand qu'un vendeur et un acheteur qui sont éloignés l'un de l'autre ont décidé de faire affaire ensemble. Maintenant, pour le cas de ce projet avec des coopératives, il y a une dimension, communautaire qui est très nette, puisqu'on va inciter les gens à se regrouper. Et donc, c'est une logique d'économie d'échelle, puisqu'on va essayer de faire en sorte que plusieurs vendeurs ou plusieurs acheteurs se regroupent pour avoir des commandes plus importantes. Et en général, c'est fait pour diminuer la part du coût de transport sur des quantités plus importantes. Alors, un nouveau message. Bonsoir. Oui, c'est quoi ce message? Bonsoir. C'est tout. Bon, je reprends le partage. Écoutez, l'horaire est terminé, mais on a démarré très en retard, donc je continue encore. Oui, effectivement. Donc, comme je vous disais, pour moi, on gagne de l'argent très souvent seulement à partir de la deuxième commande. Et donc, pour ça, il faut d'une part
des premières commandes et d'autre part, des premiers clients satisfaits. C'est évident. Les premières commandes, ça veut dire un investissement important en web marketing. Et ne vous faites pas d'illusions. Tous ceux qui se sont lancés en disant « je vais être plus malin que les autres », Laurent, allô, Laurent, on ne voit plus ta présentation. allons bon. Oui, c'est bon. Oui, je la refais. C'est bon là? Voilà. Donc, il faut faire des investissements importants en web marketing, en achat de clics, en les ciblant bien comme il faut, pour faire en sorte que vous ayez un trafic qualifié qui arrive sur votre site marchand. Quand vous mettez des produits, ça va être aussi vrai pour un site avec votre propre stock que pour du dropshipping. Et vous aurez aussi à investir dans Amazon, dans les programmes promotionnels d'Amazon, de Cdiscount, de Zalando, de toute marketplace où vous mettrez vos produits pour leur donner de la visibilité. Si vous ne le faites pas, bien, vous n'aurez qu'un volume de vente très maigre. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous connaissent Etsy, Etsy en anglais, E-T-S-Y, est une plateforme du fait main international. J'ai des amis qui ont un centre de relations clients, un centre d'appel ici à Tunis, et qui travaillent pour Etsy. Et donc, quel est leur travail? Ça consiste à appeler les vendeurs professionnels pour leur expliquer comment mieux vendre sur Etsy et dégager un chiffre d'affaires plus important. Une explication, elle est gratuite, hein, c'est eux qui passent des appels sortants, mais ils expliquent comment fonctionnent les programmes et comment il faut dépenser pour être plus visible. Et alors, deuxièmement, l'autre jambe de la démarche, hein, la première jambe, c'est l'investissement en web marketing pour générer des premières commandes. Et pour avoir des clients satisfaits, il faut naturellement avoir une logistique impeccable et un service client dévoué. Alors, le service client dévoué, c'est à travers les messageries en ligne, éventuellement les appels ou la gestion des emails. Mais cela étant, si derrière, ça ne suit pas au niveau du flux de marchandises, on va très vite s'user parce que vous pouvez parler très gentiment aux gens, mais si vous dites que vos colis ils arrivent en un certain délai et que le colis n'arrive pas, forcément, en face, votre client il va s'énerver. Et donc, tout ce que je viens de raconter là, ça peut se résumer en un point. Il faut que la lifetime value soit supérieure au coût d'acquisition client. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le web marketing que vous dépensez, si vous dépensez par exemple 1 000 € en achat de clics et que vous avez obtenu 50 commandes, ben vous avez 1000 divisé par 50 égale 20 € de coût d'acquisition client. Ce 20 €, ça représente le coût moyen des dépenses marketing nécessaires pour obtenir une nouvelle commande. Donc, si vous avez un panier moyen, mettons, de 80 € sur lequel vous avez une marge brute de, allez, on va dire 50%, donc vous avez 40 € mais moins la TVA, ça va faire plutôt 30, et que vous avez aussi 20 € de frais d'expédition et d'emballage, vous voyez que 30 € de marge moins 20 € moins 20 €, vous perdez 10 € à la commande. Et d'un autre côté, vous allez avoir cette lifetime value, c'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, les deuxième, troisième, quatrième commandes qui vont suivre, ben, sur celle-là, on va peut-être avoir une marge brute, une marge nette pardon, de 15 ou 25 €. Et donc, par rapport aux 10 € qu'on a perdu la première fois, ça va venir se compenser. Alors, calculer cette lifetime value, ben, on estime le degré de fidélisation qu'il y aura sur 100 nouveaux clients, combien j'en ai qui vont passer une deuxième commande, sur, mettons, 20%, donc sur les 20 clients qui me passeront une deuxième commande, combien j'en aurai qui me passeront une troisième commande, mettons les 3/4, donc ça m'en fera peut-être 14, on va dire, les 2 tiers, je veux dire 14.
etc. Et tout ça mis bout à bout, je fais mon petit calcul et j'arrive à avoir une lifetime value. Bon, là, c'est un peu tard, donc je ne vais pas avoir le temps de présenter tout ça en détail. Est-ce que vous voulez qu'on continue à parler des autres business models ou on en reste là? Oui, effectivement. Allez-y jusqu'à la fin de la présentation. Ce que vous avez préparé. Vous en voulez pour votre argent, hein? J'ai Non, pas fait de... on en voit votre générosité. Donc, je vais reprendre ce partage. Donc, j'ai pas fait d'image particulière pour parler des autres. Là, on a parlé des quatre principaux. La vente événementielle, c'est l'exemple le plus connu, c'est vente privée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vente privée. Vente privée, c'est une société qui a été créée par des gens qui, à l'origine, dont le métier était de solder les invendus dans le secteur textile. Donc, ils récupéraient les stocks, notamment de marques, en fin de saison, et ils avaient leur circuit pour les écouler sur les marchés ou autres à des prix dégriffés. Et puis, ils ont transposé ça sur Internet au début des années 2000. Ça n'a pas marché du tout, mais pas du tout, pendant plus de 2 ans, au point qu'ils ils avaient décidé d'arrêter. Et au moment où ils ont décidé qu'ils arrêtaient, ça a décollé. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est un succès considérable. Donc, le principe des ventes privées, c'est de dire, je récupère des stocks d'invendus, je fais une remise d'au moins 50% dessus, donc je bloque le stock chez la marque, je me débrouille pour avoir beaucoup de gens qui sont très attirés par l'opportunité de prix cassés pendant une période très limitée, je prends toutes les commandes et j'achète la quantité que j'ai vendue et rien de plus. Donc, j'ai forcément une marge puisque là encore, je n'ai pas de stock. Par contre, je me suis mis d'accord avec les fournisseurs. Donc, le fournisseur, lui, il s'est bien engagé à bloquer le stock pour être sûr que ce que je vends, je vais pouvoir effectivement le faire partir. Donc, ça veut dire que la vente va se dérouler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum, parce que je ne vais pas bloquer comme ça sans contrepartie le stock du fournisseur pendant longtemps. Et pourquoi le fournisseur il fait ça? Parce qu'il a des invendus et que lui aussi il veut récupérer son argent. Donc, il préfère les vendre à moins 50%. Ce qui est récupéré est toujours récupéré, plutôt que de rester avec sur les bras un stock qui sera toujours invendu et qui ne vaudra peut-être même pas les 50% qu'il récupère sur ce coup-là. Ça, c'était pour les ventes événementielles. Ensuite, les sites d'annonces C2C. J'imagine que vous en connaissez. Il y a toujours 1 ou 2 leaders de sites de petites annonces dans chaque pays. Bon, en Afrique, ce n'est pas des modèles très rentables en général, parce que les consommateurs et même les professionnels ne sont pas tellement motivés pour payer de l'augmentation de la visibilité de leurs annonces sur ces sites. Donc, en général, c'est de l'annonce gratuite à la base. Ça marche bien en particulier pour vendre des voitures d'occasion, parfois pour l'immobilier, mais aussi pour plein d'objets, hein, le meuble, des chaussures, et tout ce qu'on veut. Et bon, simplement, les professionnels, comme les annonces, il y en a toujours des nouvelles qui viennent par-dessus, donc votre annonce, elle finit par très vite disparaître dans la masse. Si vous voulez faire en sorte qu'elle garde de la visibilité, vous payez pour… si vous voulez qu'elle regagne en visibilité, vous devez payer pour qu'elle revienne sur le dessus de la pile. Voilà, ça c'est pour le modèle des sites d'annonces C2C. La vente sous abonnement, ça c'est un cas un peu particulier, c'est de dire que je vais livrer à échéance régulière des produits ou des services. L'abonnement de base, ça va être un abonnement à un journal, à une chaîne de télévision. Je suis certain que tout le monde regarde la télévision
comme Beansport uniquement en payant un abonnement. Donc, ça fonctionne d'abord pour les services, mais ça fonctionne aussi parfois pour les produits. Il y a des gens qui ont lancé des notions de box où vous allez recevoir toutes les semaines ou tous les mois. Alors, ça peut être soit un cadeau mystère, soit un truc qui a un renouvellement régulier. Et pour des produits de consommation courante, l'avantage, c'est que en contrepartie d'avoir d'avoir une livraison régulière, vous avez un meilleur prix. Et puis, je vais terminer sur ces deux derniers, le second hand et le freemium. Donc, le second hand, c'est une tendance qui s'est beaucoup développée ces derniers mois, ces dernières années, et qui va continuer encore à se développer. C'est les produits d'occasion, tout simplement. Hein. C'est la réutilisation. Ça s'est particulièrement développé pour tout ce qu'on appelle les vide dressing. Donc, c'est la vente de vêtements. C'est pour hommes éventuellement, mais c'est surtout les vêtements de femmes. Ça permet de circuler. Quand on a des vêtements qui sont encore en bon état, mais on a un peu trop mis, on a envie de changer sa garde-robe, ben, on les met en vente sur un site comme ça. Et puis, avec l'argent qu'on récupère, ben, on peut se racheter soit des vêtements neufs, soit d'autres vêtements d'occasion. Donc, c'est une forme d'organisation des échanges. Et la plateforme, elle prend une marge à chaque fois, bien sûr. Et elle va servir aussi de tiers de confiance, puisque elle va prendre le paiement de l'acheteur qui garantit au vendeur qu'il a l'argent pour le payer. Elle va vérifier que la marchandise est envoyée à l'acheteur. L'acheteur va confirmer qu'il a reçu et que c'est bien ce qu'il voulait. Si ça a ce qu'il voulait ou et qu'il décide de le conserver, à ce moment-là, on donne l'argent au vendeur. Ou si ça ne va pas, on redonne la marchandise et du coup, on rend son argent à l'acheteur. On a quand même des frais. Voilà, donc ça, c'est le modèle du second hand, qui, encore une fois, s'est beaucoup développé pour tout ce qui est vêtements, sacs, chaussures et accessoires, qui commence à se développer aussi dans le domaine des meubles. Puis on peut en voir aussi dans les disques, les CD, les DVD, par exemple, originaux. Les livres, ça existe aussi. Et puis enfin, le modèle freemium. Alors, le modèle freemium, ça c'est réservé uniquement aux services. On pense d'abord aux logiciels. Vous connaissez beaucoup de logiciels qui ont une version gratuite, mais cette version gratuite, elle est limitée. Alors, soit elle est limitée dans le temps, vous avez toutes les fonctions, mais pendant 15 jours ou un mois, et au bout d'un mois, c'est bloqué, il faut payer votre licence pour que ça marche. Ou bien vous avez une version qui est toujours gratuite, et qui n'a pas toutes les fonctions. Typiquement, vous avez des tas d'antivirus ou de logiciels de récupération de fichiers perdus sur un disque dur. Le logiciel il est gratuit, vous passez le scan, il vous retrouve les fichiers perdus, et quand vous cliquez pour les copier, il vous dit « Ah ben non, ça c'est la version payante ». Voilà. Écoutez, je pense que il y a une question sur est-ce que l'abonnement de produits cosmétiques fonctionne ou se développe en Afrique à votre connaissance? Je ne sais pas. J'ai vu des initiatives dans ce domaine-là, mais je ne connais pas un site qui fait vraiment beaucoup d'affaires avec ça. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est un concept intéressant. Mais en fait, les cosmétiques, par définition, c'est des produits à consommation récurrente parce qu'ils s'usent. Mais les consommatrices, de ce que je peux en savoir, même si elles sont fidèles à une marque, elles ont tendance à vouloir garder la liberté de choix pour prendre autre chose. C'est-à-dire que même si elles vont reprendre la même marque de rouge à lèvres, elles se disent peut-être que la prochaine fois, je ne vais pas prendre un rose, je vais prendre un orange. Donc, ça ne va pas tout à fait avec la notion d'abonnement où c'est la notion de récurrence. Ça peut aller plus avec des produits de soins du corps, soins du visage, parce que par contre, le démaquillant, vous allez garder votre savon, votre gel douche, vous y tenez, donc vous le prenez et vous êtes livré à échéance régulière. Il y a des formules à trouver autour de ça pour avoir par exemple des socles qui sont constants et où on fait des relances pour ajouter des produits pour
augmenter le panier moyen. C'est toute une série de techniques de web marketing à développer. Ça ne va pas répondre à votre question, mais j'en profite pour le dire. Je vois moi ici se développer pas mal les sites qui vendent des paniers de fruits et légumes. Et ça, effectivement, c'est des abonnements qui fonctionnent bien. Donc, tous les samedis, vous êtes livré des légumes et des fruits de la ferme. Donc, vous avez des fruits de saison. Le prix est compétitif. Et sûrement, en général, ce n'est pas très bon marché, mais pour le même prix que chez le marchand de fruits et légumes, vous avez des légumes de meilleure qualité, beaucoup plus frais et souvent avec meilleur goût parce qu'ils ont été cueillis plus mûrs. Voilà. Écoutez, moi, je pourrais parler du sujet encore jusqu'à minuit, si vous voulez. J'ai de la famille et un chien qui s'impatiente, il se passer autre chose. Donc, je répondrai encore à d'autres questions si vous voulez. Ah, on a une là sur quel est le business model le plus utilisé par le e-commerce du secteur artisanal? C'est difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que si vous êtes un artisan sérieux, solide et qui croit en son activité, vous devez faire votre site marchand. Votre site marchand, même un petit site simple, je vous en montre un, par exemple. Je vais ouvrir une boutique, c'est celle que j'ai faite pour un client. Alors, je repartage. Voilà. Donc, ça, c'est un site qui a été fait pour un client qui fabrique, qui revend des produits artisanaux. Il n'a pas énormément de choix, mais il a une jolie petite boutique. C'est très raffiné. Il y a beaucoup de goût dans ses produits. Voilà, et on a fait un travail d'harmonisation, beaucoup de jeux sur le noir et blanc et sur la géométrie. Et ça permet de développer cette approche-là. Ça permet de développer un marketing de moyen et de long terme. C'est-à-dire que vous allez tester des opérations de communication sur Facebook, vous allez communiquer régulièrement sur Instagram et sponsoriser vos posts, vous allez éventuellement acheter des mots-clés. Elle, dans son exemple, ça peut être sur les sacs, les couffins et les tapis des centres de lit ou autres, pour voir ce qui marche. Mais à la fin, vous allez attirer du trafic qui va revenir sur votre site parce qu'il y a du one-shot et il y a du second temps. Le one-shot, c'est je fais une campagne où j'achète des clics pour ramener des gens sur mon site pour qu'ils achètent. Mais il y a aussi toute une stratégie web marketing qui consiste à dire je génère du trafic pour faire de la notoriété autour de ma marque, j'amène des gens qui vont être intéressés pour qu'à un moment donné, ils viennent sur la boutique pour acheter. Et donc, c'est une notion d'être présent dans leur esprit pour que à chaque fois qu'ils vont se dire tiens, je voudrais bien avoir un truc original, joli pour mettre dans la chambre. Ah oui, tiens, une descente de lit, je vais aller voir sur étendard. Et là, quand vous arrivez à ça, vous avez gagné. Et c'est une démarche qui prend forcément plus de temps. Et j'insiste à ça par rapport à la présence sur les marketplaces. On a tendance à opposer. On va dire soit on va sur les marketplaces, soit on fait un site marchand. Pas du tout. Les deux sont complémentaires. En fait, il faut utiliser la marketplace comme un canal d'acquisition, donc une façon d'attirer du trafic pour faire venir sur votre boutique au même titre que les autres moyens que sont Google, Facebook et d'autres actions encore, de façon à constituer au maximum une audience à votre site, des gens qui seront habitués à venir et revenir, qui vont contribuer à améliorer votre référencement naturel, qui vont s'abonner à votre newsletter. La newsletter, il faut s'organiser pour l'envoyer régulièrement avec des contenus intéressants, soignés, sans faute, bien présentés. Et à ce moment-là, vous allez progressivement stabiliser un certain niveau de fréquentation sur votre site, commencer à avoir de la transformation et au fur et à mesure,
fidéliser une clientèle qui va augmenter gentiment et aller chercher des nouveaux clients sur les axes de recrutement qui fonctionnent le mieux. Donc, Babacar. oui, Laurent. Donc, les participants, s'il y a plus de questions, nous allons remercier Laurent de son temps. Laurent, bon, je tiens à dire que la présentation a été limpide, franchement, parce que étayée par des exemples pertinents. Voilà, vous avez apporté beaucoup de lumière à des zones d'ombre. Du coup, C'est très gentil. C'était mon ambition. Donc, si l'objectif est atteint, c'est parfait. voilà, cette Je vais, allez-y. oui, je vais me permettre, en guise de conclusion, de me faire 2 petites pages de publicité. Donc, en tant que consultant e-commerce, il m'arrive parfois de vendre mes conseils, hein, en jour homme. Nous avons mis en place en Tunisie une société de livraison à domicile qui s'appelle Boxstop. Vous pouvez l'écrire et les panélistes, Oui. les participants du Boxstop.tn. Et vous pouvez regarder Boxstop Tunisie sur Facebook et sur YouTube. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient intéressés spécialement par le marché tunisien, qui est assez petit, mais plutôt parce que, éventuellement, il y a des gens qui peuvent être intéressés de lancer une société de livraison à domicile et réseau de points relais dans votre pays de résidence. Et auquel cas, on peut envisager des partenariats sous forme en particulier de package complet d'habillage, de technologie, de procédures. J'ai déjà un client pour vous. Ah bon, très bien. Et deuxièmement, on a une autre société encore qui s'appelle Digitalisement. D'ailleurs, mon adresse email que je vais vous donner est rattachée à ça. Donc, la société, c'est digitalisement.top. Mon email, c'est celui-là. Et en fait, ça va répondre encore, mais différemment, à la question de tout à l'heure sur l'artisanat. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'un programme de la Banque mondiale qui est en train de démarrer pour le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et un 4e pays. Je pense que c'est le Burkina Faso, mais je ne suis pas certain. Et en fait, ils refont quelque chose qu'ils ont déjà testé au Maroc, en Tunisie et en Jordanie, et qui consiste à former des conseillers e-commerce pour accompagner, alors pas que des artisans, mais des PME locales, en les emmenant sur les marketplaces internationales. Et entre autres, ils ont apparemment signé un partenariat avec Cdiscount en France. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter, c'était frais, hein, c'était hier ou avant-hier, avec le responsable de ce programme au sein de la Banque mondiale. Je ne sais pas si toutes les choses sont encore déjà bien annoncées, bien lancées. Je crois que c'est encore en phase de préparation. Donc, j'encourage bien sûr ça, mais j'insiste sur le fait que s'il n'y a pas de web marketing qui va avec, ça restera limité. Je ne sais pas pour le Niger. Justement, il y a un 4e. Je sais que c'est 4 pays, ça c'est sûr. Et je sais qu'il y a le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, le 4e, je ne sais pas lequel c'est. Je crois que c'est le Burkina et pas le Niger. Mais je peux me tromper. En tout cas, j'ai un ami tunisien qui va régulièrement à Niamey. Son papa avait participé à la fondation de comment s'appelle la banque, Sony Bank. Et donc, je serais particulièrement touché si on pouvait faire des affaires aider le Niger à faire du e-commerce, ce marché domestique et surtout à l'exportation. Donc, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. L'approche qu'on a en fait avec Digitalisement, c'est celle-là que je veux vous raconter. C'est l'idée que l'union fait la force. Chaque artisan ou chaque petite entreprise prise individuellement
aura de grosses difficultés à émerger parce qu'il y a tellement de monde, tellement de sites marchands, tellement de vendeurs sur les marketplaces que vous êtes vraiment un petit grain de riz dans la grande marmite. Donc, pour arriver à être le petit grain de riz qu'on voit sur le dessus, c'est pas facile. Si on est 50 ou 100 artisans, une petite poignée de grains de riz, ça commence déjà à pouvoir faire une boulette qui se voit un peu mieux. Je pourrais vous dire une boulette de couscous, hein, c'est pareil. Moi, je suis breton, mais maintenant, je me suis africanisé le plus possible. J'habite ici et j'ai bien l'intention d'y rester. Et donc, ce que je voudrais arriver à faire avec cette société, c'est de mettre tous les moyens professionnels comme un site marchand de niveau international à disposition de l'ensemble de ses clients qui sont mutualisés. C'est-à-dire que on est bien conscient que chaque métier nécessite du professionnalisme. Et pour un artisan ou un entrepreneur indépendant qui a déjà bien des complexités à gérer avec la banque, les fournisseurs, les douanes, les administrations, toutes les démarches pour arriver à sortir son produit avec le niveau de qualité, dans les délais, au prix de revient qu'il veut, c'est déjà bien compliqué. C'est pas vrai? Je sais que c'est vrai. Et donc, si en plus, il faut s'occuper de bien connaître la communication, de prévoir des campagnes web marketing, de savoir faire des photos, de rédiger des textes, de les publier, de maîtriser toutes ces techniques et de savoir acheter des cartons et de faire les… C'est de la folie. C'est pas possible d'être professionnel pour faire tout ça en même temps. C'est pas possible. Et tout le e-commerce dans les pays où ça représente beaucoup, c'est des pays où maintenant, tous ces circuits-là se sont énormément professionnalisés. Tout est réglé, c'est automatisé, vous avez des API, des intégrations. Donc, il suffit de se clipser dans le système et hop, on est pris après dans le mouvement. Donc, tout ce qui concerne la partie préparation de colis et de commandes, plus on les laisse proches des producteurs, plus c'est souple et économique. Et il faut donc être capable d'avoir des groupages de colis qui vont être injectés dans des centres de tri européens pour pouvoir ensuite être intégrés dans tous les flux avec tout le reste des colis. Et à ce moment-là, nos petits grains de riz deviendront des grains qui circuleront dans le reste de la mécanique. Donc, c'est ça que je suis en train d'essayer de mettre en place à Tunis. Et moi, je suis tout à fait ouvert de voir comment on pourrait éventuellement faire remonter des flux vers ce point le plus septentrional du continent. D'ailleurs, vous savez que si on dit Afrique, à l'origine, c'est avec le mot arabe Ifriqiya qui désignait la Tunisie. Les Tunisiens, ils ne le savent pas. Hein. Ils ont oublié cette partie de leur histoire. Et donc, pour avoir une possibilité ensuite d'aller rapidement vers l'Europe et de là partir soit vers l'Asie, soit vers l'Amérique du Nord. Et puis, dans un deuxième temps, pour les best-sellers, d'avoir des stocks qui sont avancés en Europe. Ce n'est pas forcément en France, ça peut être aussi en Allemagne, pour que les commandes soient préparées encore plus vite, mais uniquement un stock avancé de produits dont on a déjà l'historique que ça se vend bien. D'accord, très clair. Voilà. Donc, alors, Galaxy A21, allez-y. Quelle stratégie pour un débutant pour faire face à cette concurrence, sachant que l'e-commerce connaît un essor remarquable avec la digitalisation? S'il y avait une réponse facile à cette question, ben, vous le feriez, puis c'est tout. Donc, il n'y a pas une réponse unique. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Débutant, c'est un stade, mais débutant en quoi? Qu'est-ce que vous vendez? Quelle est l'intensité de votre concurrence? Quelle est votre offre? Il y a une seule chose il y a deux choses dont je suis sûr. La première, c'est que c'est jamais casser le prix qui est la meilleure réponse. Jamais. C'est souvent le réflexe qu'on a, en tout cas en Afrique du Nord, c'est très net. On dit je baisse le prix parce que les gens achètent le moins cher, donc si je suis trop cher, ils ne vont pas acheter. En Europe et aux États-Unis, c'est l'effet inverse. Si c'est pas cher, c'est de la camelote. Donc si c'est de la camelote, ça va pas être conforme, ça va pas marcher, ça va casser, c'est pas bon pour ma santé, j'achète pas.
Vous n'êtes pas obligé d'être le plus cher, il ne faut surtout pas être le moins cher. Si vous dites, je fais un beau produit de qualité et il est moitié prix de tout le reste, on ne comprend pas. En plus, si les autres sont aussi chers, ce n'est pas seulement parce qu'ils font des marges de malade, c'est parce qu'ils ont intégré toutes les contraintes que vous découvrez en matière de logistique et en matière de web marketing. Et ce prix-là, il faut bien le payer. Donc, c'est dans le prix de vente que ça se met. Quand on a dit tout à l'heure dans mon exemple que le coût d'acquisition d'un client pouvait être de 20 € sur un marché européen, 20 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un produit que je voudrais vendre 25 €, il faudrait que je le vende à 45 € pour pouvoir me payer mon coût d'acquisition client. Et les autres, vous allez remarquer sur le marché, ils vont être dans les 45-50. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est il faut être pragmatique et tester. On essaye. Ça, c'est une règle de base du e-commerce. Tester, tester et retester. J'essaye d'acheter des clics à un endroit, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'essaye ailleurs. Et donc, il faut que j'ai suffisamment de moyens au départ pour savoir à quoi m'en tenir et pouvoir quand même dépenser suffisamment pour essayer. Parce que le plus beau produit du monde qu'on met en ligne, si on n'a pas de quoi le promouvoir, ça ne marche pas. C'est comme ouvrir un magasin au fin fond de la forêt, personne qui passe dans le fin fond de la forêt, donc il n'y aura pas de clients, même s'il y a des produits de luxe. C'est parfait. Voilà. Donc, il y a une autre question. Hein. Je ne sais pas. D'autres questions encore? Ah oui, encore. Est-ce qu'avec Digitalisement, pour développer le site e-commerce pour des entrepreneurs privés? Ah ben oui, c'est ce qu'on fait pour des clients. Mais on le fait uniquement pour des clients qu'on a accompagnés avant sur le positionnement stratégique et le plan marketing. On fait le business plan pour que justement, on ait bien vérifié avec l'entrepreneur que ça vaut le coup. J'ai eu quelques clients, c'est même arrivé récemment encore, c'est rare, qui m'ont dit, bon, ok, on va commencer par faire l'étude avec vous, mais si jamais il ressort qu'on ne va pas gagner d'argent, ça ne va pas être rentable. On vous aura payé pour rien. Et je réponds non, vous m'aurez payé pour vérifier, pour éviter de vous lancer dans un projet qui ne va pas marcher, dans lequel vous aurez à ce moment-là perdu beaucoup plus de temps et d'argent. Mais cela étant, ça arrive très rarement. Et bon, il y a des développeurs ici. Je pense qu'on trouve des développeurs aussi. Je sais qu'on trouve des développeurs à Dakar, à Abidjan et ailleurs, même si moi je ne les connais pas spécialement. Et la valeur de notre société, ça va être plutôt de définir avec précision le business model dont on vient de parler avec vous, de le traduire dans un business plan pour bien vérifier que par rapport à votre budget, ça passe, ou s'il faut aller chercher des financements avec d'autres investisseurs ou avec la banque ou en tuant votre grand-mère pour lui piquer ses économies, ça c'est pas bien. Et après, on va doser l'argent que vous allez mettre dans le développement du site et dans la production des contenus pour en garder pour votre web marketing et pour vos opérations. Merci. Et jusqu'à présent, j'ai trouvé que des cas où ça marche. Voilà. Après, je suis aussi très transparent. J'ai une furieuse envie d'aider et de contribuer à faire en sorte qu'il y ait du e-commerce qui décolle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de toute l'Afrique de l'Ouest et même du continent. Mais je ne connais pas tous les pays, loin de là. Et donc, je ne connais pas avec précision les conditions locales qui s'imposent à vous. Combien ça coûte de préparer un colis, d'envoyer une palette. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on devra échanger parce que j'imagine que s'il y a collaboration, elle se fera d'abord à distance. Et puis après, si moi j'ai l'occasion d'aller vous rendre visite, alors j'hésiterai pas longtemps. C'est parfait. Non. Donc, toute l'équipe de Green-Tech vous remercie de la générosité des participants pareils. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée à vous tous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.